Nous allons commencer dans quelques instants. Bienvenue tout le monde. Nous allons patienter encore une minute, le temps que tout le monde puisse se joindre à nous. Bonjour, bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce webinaire EpiWin. Pour ceux qui sont connectés dans des endroits très lointains ou le petit matin, bienvenue à vous tous. Merci à tous des Amériques. Nous avons un EpiWin très spécial aujourd'hui qui concerne la fièvre jaune dans les Amériques. Qu'est-ce que nous en savons? Je suis Supriya Besbarwa et je suis la responsable de EpiWin dans nos bureaux. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous des experts des ministères et de l'OMS, de l'OPS, des trois niveaux. Et ils vont parler de la fièvre jaune, notamment de l'élimination, de la stratégie de l'élimination de la fièvre jaune. Nous avons le service d'interprétation vers l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Si vous ne comprenez pas la langue que vous écoutez, vous pouvez cliquer sur Interprétation et choisir la langue de votre préférence. Pour ceux qui ont l'habitude de participer aux EpiWin ou qui connaissaient déjà l'outil, n'hésitez pas quand même à vous présenter, à nous dire à quel service vous appartenez. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez le faire dans la section questions-réponses Q&A. Des questions, des réponses. Nous allons pouvoir répondre à vos questions par écrit ou ici dans la salle. Et finalement, ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera partagé sur notre page web. Le lien sera partagé dans les chats et je vous demande de bien vouloir partager des commentaires qui soient positifs, qui contribuent à quelque chose dans le respect. Nous faisons partie d'une communauté dans un contexte de respect. J'espère que vous allez profiter de ce webinaire et je voudrais inviter le docteur Maria Van Kerkhove pour ce mot d'ouverture. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette série de webinaires en deux parties. EpiWin. C'est un honneur pour moi de pouvoir ouvrir ce dialogue sur la fièvre jaune qui reste une menace en Amérique latine, en Afrique, malgré le vaccin existant. La réémergence des cas dans ces deux régions nous rappelle que la lutte n'est pas finie. Cette série EpiWin fait partie du programme des urgences sanitaires de l'OMS. L'idée, c'est de partager les actions sous la stratégie d'élimination de la fièvre jaune. C'est une initiative à laquelle participent 50 partenaires afin de prévenir des épidémies à l'avenir. Nous allons nous concentrer sur les Amériques où la fièvre jaune continue à circuler dans
dans des zones de la jungle, dans des pays tels que l'Équateur, le Brésil, le Pérou, la Bolivie, la Colombie. Nous avons vu une transmission dans des zones urbaines densément peuplées et cela crée un scénario où nous devons faire de notre mieux pour prévenir. C'est un plaisir de voir nos collègues de l'OPS connectés. Nous allons parler avec des autorités nationales de la Colombie et du Brésil. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Merci de participer à cette session. Vous allez partager vos expériences et vos stratégies. Nous allons aussi avoir la participation des autorités nationales, des collègues de l'OPS, de l'OMS qui font de la surveillance, de la réponse, de la prévention de la fièvre jaune. Cela pour comprendre le panorama épidémiologique et les défis en ce qui concerne l'évaluation des risques et les stratégies qui sont mises en œuvre pour prévenir ces foyers urbains. EpiWing concerne le partage, mais aussi la construction d'une communauté de pratiques très solide du point de vue des législateurs, des professionnels de la santé, des chercheurs. Votre participation est clé ici. Nous vous encourageons à participer très activement à la section de questions et réponses. J'espère que vous allez partager vos points de vue tout en prenant en compte nos différents contextes. Je voudrais vous remercier, vous tous, d'être connectés aujourd'hui, de dédier votre travail à cela. Sans un travail coordonné, sans une action soutenue, sans un partage de connaissances, ce sera très difficile de protéger des millions de vies. Cette coordination nous aide à protéger des millions de vies, donc, et à nous, et à pouvoir justement éliminer la fièvre jaune. Laurence, qui vient d'allumer sa caméra, merci beaucoup pour votre leadership. Vous avez créé des partenariats pendant des années. Nous ne pouvons pas travailler tout seuls de façon isolée. Je vous souhaite un très bon, une très bonne première partie du webinaire. Et puis par la suite, on aura la deuxième partie. Merci beaucoup, docteur Maria. Merci d'avoir souligné l'importance des actions coordonnées du travail collectif. J'aimerais maintenant demander à Laurence Sibrelus, qui est au secrétariat pour l'élimination des épidémies de la fièvre jaune. Elle va parler sur comment continuer à faire ce travail. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Cyprien Maria, pour cette présentation. Merci à vous tous. Je travaille sur les stratégies mondiales pour l'élimination de la fièvre jaune au secrétariat. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de sujets à aborder, mais un petit rappel sur la fièvre jaune. Il s'agit d'une zoonose à un impact très élevé transmis par des moustiques, notamment en Afrique et dans les Amériques, et qui concerne des primates non humains. Il y a le cycle urbain, la transmission urbaine de la fièvre jaune. Cela peut représenter un potentiel de transmission internationale. Dans les Amériques, nous avons 40 pays à haut risque. Nous, il y a jusqu'à 130 000 infections de fièvre jaune et presque 80 000 décès par an, notamment en Afrique, notamment des femmes, des cas non diagnostiqués. La fièvre jaune doit être considérée comme la pointe de l'iceberg, le sommet de l'iceberg. Il y a des possibilités de traitement limitées pour la fièvre jaune. Il y a beaucoup d'opportunités de recherche, évidemment, et la moitié des cas sévères sont mortels. Nous n'avons pas pu éliminer la fièvre jaune, mais elle peut être prévenue par la vaccination avec une seule dose qui va fournir une protection prolongée afin d'éviter les épidémies de fièvre jaune avec une couverture vaccinale importante. C'est ça la base de notre stratégie.
La stratégie LIFE a été lancée en 2016 après deux foyers urbains en République démocratique du Congo et en Angola, dans deux capitales, avec 963 cas confirmés, 137 décès et plus de 7000 cas supposés de fièvre jaune. 30 millions de personnes ont été vaccinées après ce foyer et cela a épuisé le stock, les existences de vaccins. Le Brésil aussi a dû faire face à une circulation active de la fièvre jaune dans des villes comme Rio, Sao Paulo, ce qui a mené à vacciner plus de 21 millions de personnes afin de contenir le risque. Nous allons écouter les expériences là-dessus de nos collègues. Donc, l'impact de la fièvre jaune urbaine, vous pouvez le voir, on souligne ici le risque de ces foyers urbains de la transmission internationale, notamment du fait du changement climatique et d'une urbanisation très rapide. La réponse a été de construire les stratégies AI en 2017. Nous avons eu ici la participation de plus de 50 partenaires sous le leadership de l'OMS. La stratégie en question a comme objectif la protection de la population par la vaccination quotidienne et par le biais des campagnes. Nous menons des analyses de risques nationaux, sous-nationaux pour pouvoir guider nos interventions. L'objectif est aussi d'empêcher la transmission internationale et de contenir les foyers très rapidement. Et c'est ici que la collaboration avec les mécanismes de vaccination est importante. De façon collective et grâce à des efforts collectifs depuis 2017, vers la fin 2024, 366 millions de personnes ont été protégées contre la fièvre jaune grâce à des campagnes en Afrique et l'approvisionnement mondial en vaccins a été doublé. Je voudrais souligner qu'actuellement, il y a quatre producteurs du vaccin, donc cela représente beaucoup de complexité. Et en termes aussi de la disponibilité des vaccins, nous avons des groupes de travail dédiés à cela. Nous avons aussi un inventaire de 6 millions. En cas d'urgence, nous avons renforcé la surveillance grâce à la capacité des laboratoires et la capacité de réponse et la prise de décision est basée désormais sur les besoins programmatiques et les risques. Mais nous sommes confrontés à plusieurs défis. Ces risques-là concernent la recherche qui n'est pas, ou une recherche qui arrive trop tard. Cela peut être surmonté dans le cas de plusieurs maladies. Il y a aussi la question de l'urbanisation, réurbanisation des fièvres jaunes. Nous avons l'importance de la gestion du risque urbain. Nous allons aborder cela tout à l'heure aussi, plus en détail. Nous avons un guide dédié à la gestion des risques urbains qui est en cours de préparation et j'apprécie beaucoup vos retours. Nous allons parler avec nos collègues de l'OPS. Nous avons aussi les réémergences dans des zones ou des pays où certaines populations n'ont pas été prises en compte, telles que les migrants, les réfugiés, les enfants ou d'autres groupes. Nous voyons aussi qu'il y a des travailleurs qui sont sous-protégés, exposés du fait de leurs activités professionnelles dans des activités agricoles ou extractives. Nous devons protéger ces travailleurs-là, leurs familles, leurs communautés. Nous devons tenir compte aussi des questions des écarts en termes de vaccination. Les enfants qui ne font pas partie des campagnes, par exemple. Nous voulons souligner l'importance de continuer à mener des efforts
relatifs à la vaccination. Nous voyons aussi de plus en plus de demandes dans des pays à risque modéré qui ont des voisins, des pays voisins à haut risque. Et finalement, très important aussi, c'est quelque chose dont on doit tenir compte dès le début. Nous sommes en train d'améliorer la collaboration avec des initiatives mondiales telles que l'agenda de vaccination 2023-2030 et l'initiative Arbovirus mondiale. Et cela peut améliorer les mises en œuvre de stratégies au niveau de plusieurs pays. Et la dernière diapo, nous voulons reconnaître que tous ces efforts, ces réussites ont été atteintes de façon collective. Je voudrais remercier nos partenaires actuels et ceux à l'avenir. Je ne peux pas tous les mentionner, mais nous apprécions énormément votre collaboration. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons des dialogues très intéressants aujourd'hui. Sapria, merci Laurence. Merci pour cet aperçu très rapide mais détaillé. Cela va sans aucun doute aider d'autres pays. Je voudrais inviter le docteur Andrea Vicari, le responsable de l'unité de gestion des maladies infectieuses à l'OPS. Il va nous parler de la fièvre jaune dans la perspective des Amériques. Et comment se passe la mise en œuvre de la stratégie dans les Amériques? Merci beaucoup, Supriya. Vous m'entendez? Je vais commencer. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter cette mise à jour, ces perspectives des Amériques. Voici une diapo, c'est la courbe épidémiologique de l'année dernière et de cette année-ci. Nous avons des rapports de 5 pays, 235 cas, 95 décès. C'est une augmentation par rapport aux 61 cas de l'année dernière, mais il est important de mettre cela dans un contexte ou perspective plus large. Si on regarde les cas de 2025, on voit que le chiffre est plus élevé, mais cela rentre dans ce à quoi on s'attendait. Ça rentre dans le cadre des variations habituelles dans les Amériques. Si on réduit un peu le bruit d'une année sur l'autre, nous pouvons constater que nous sommes alignés sur ce qui s'est produit dans des années précédentes. Il y a une augmentation par rapport à 2024, en effet, mais il est important aussi d'avoir une approche plus large dans les Amériques. Il est important aussi de voir cela du point de vue géographique. En 2024, nous avions des cas dans ce que nous appelons la partie des montagnes, en fait, des Amériques, la Cordillère des Andes, l'Amazonie. Nous avons deux clusters. Un dans la partie occidentale, en Colombie, dans les montagnes, et nous avons aussi le foyer ou l'épidémie au Brésil, vers Minas Gerais, Sao Paulo aussi. Je pense que d'autres collègues du Brésil, de la Colombie vont pouvoir parler davantage sur cela. Pour comprendre ce qui se passe dans les Amériques, il est important de reconnaître que nous avons ces deux cycles de transmission. Sur la droite, ce que ou le cycle originel des Amériques avec le hémagogus issu de l'Afrique et je pense que il est important de comprendre ce cycle-là et la différence entre la fièvre jaune urbaine et ce que nous appelons la fièvre jaune sylvatique. Nous devons voir quel est le vecteur impliqué dans la transmission et
quel est l'élément amplificateur de cette transmission? C'est vraiment quelque chose dont on doit tenir compte lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement. En ce qui concerne la transmission humaine, il y avait une forte prévalence jusqu'au début du XXe siècle avec ces épidémies très importantes dans des villes portuaires en Amérique du Sud, un peu en Amérique du Nord aussi et dans les Caraïbes. Mais mais le Aedes aegypti aussi dans la transmission était présente et nous avons reconnu, donc nous avons constaté que la fièvre jaune était causée par un virus. Il était important de contrôler la transmission humaine. Vers 1925, il y a eu un arrêt de ces grandes épidémies. Je dirais que la dernière épidémie humaine très importante s'est produite à Rio en 1929 et le dernier foyer confirmé fièvre jaune s'est produit au Brésil en 1942. Il y a eu 3 cas signalés de transmission humaine, pardon, mais si on regarde en détail les informations, nous pouvons dire ou nous pouvons remettre en cause si c'était vraiment une transmission sylvatique ou humaine. Mais même si cela s'est produit dans les 100 dernières années, il n'y avait pas d'émis très importantes. Si on veut voir la fièvre jaune sylvatique, il est important de reconnaître la géographie des Amériques. Et pour nos collègues de la région, il est important, comme je l'ai dit, d'être familiarisé avec cette cordillère qui traverse toute l'Amérique du Sud et nous devons notamment définir cette zone très vaste de biodiversité, à savoir l'Amazonie. Il est important de reconnaître qu'en dehors de l'Amazonie, notamment en Colombie, nous constatons qu'il y a des régions où il y a des conditions appropriées ou adaptées pour que la fièvre jaune résiste, demeure présente. Il est donc important lorsque nous pensons à ces cas de fièvre jaune dans les Amériques, il est important de se poser la question, où est-ce que l'exposition s'est produite? Nous concentrons beaucoup sur la fièvre jaune humaine, mais en 1907, en Colombie, il y avait déjà une description de la fièvre jaune sans transmission humaine. Et vous avez ici une publication de Dr. Roberto Franco qui décrivait la fièvre jaune dans les zones boisées. Il y a une publication aussi du même article en anglais, après par la suite. Et nous avons le premier cas de fièvre jaune par Aedes aegypti au Brésil, Espírito Santo. Et ici, on a décrit l'occurrence des foyers de fièvre jaune sans qu'il y ait une présence de l'Aedes aegypti. Il y a une description ici du lien avec la route de la fièvre jaune épisodique avec des primates non humains et la transmission vers des humains de façon accidentelle ou par accident. Voici la transmission dans les Amériques. Elle a une explication pour ceci. Une explication pour ce qu'on a vu au Brésil en 2016-2018, c'est que nous constatons actuellement. Ces corridors écologiques sont toujours là où les virus peuvent se transmettre, peuvent circuler des vecteurs non primates vers d'autres vecteurs non humains. Nous avons ici des habitats qui vont favoriser la transmission de la version sylvatique. Ici, nous avons retrouvé un singe infecté très près d'un centre urbain
mais dans- il y avait des conditions environnementales très favorables aussi à la transmission. Il est important de constater qu'en Colombie, nous avons vu cela aussi. C'est quelque chose qu'on a peut-être oublié, mais il y a eu beaucoup de cas, 346 signalés entre 1934 et 1942, et cela dans la partie occidentale de la cordillère. En Colombie ont été décrites les différentes zones où la fièvre jaune sylvatique était présente, y compris celle près du fleuve Madeleine. Et cela près de Tolima, notamment. Nous pouvons constater ici que la fièvre jaune est un point important. La vaccination est importante pour la vaccination. Il y a des campagnes de prévention régulières et différentes stratégies de vaccination. Il y a eu beaucoup d'activités en termes de formation, de sensibilisation, en commençant par des enfants. Des campagnes de vaccination avec des enfants de 1 an. Plusieurs régions ont été touchées, ou confrontées à des défis liés à la disponibilité des vaccins, à l'impact de l'épidémie du COVID-19. Mais cela reste un agenda qui n'est pas tout à fait abouti. Le fait de pouvoir vacciner toutes ces populations, il est important de reconnaître que dans notre région, nous ne pouvons pas éliminer la transmission sylvatique de la fièvre jaune. C'est pratiquement impossible lorsqu'on parle de primates non humains. Cette transmission de cette souche est impossible à éliminer, mais nous devons trouver un équilibre et incorporer d'autres éléments outre ou d'autres initiatives outre la vaccination. J'aimerais souligner le rôle de la surveillance épisodique concernant ces routes écologiques où nous pouvons mener des campagnes de vaccination préventive pour les différents foyers. Et sans aucun doute, je ne peux que parler de l'importance des plans de contingence pour la vaccination humaine, y compris le contrôle d'Aedes aegypti, car nous connaissons nous sommes conscients de la présence de la dengue dans la région. Et pour finir, j'aimerais partager quelques derniers points. La fièvre jaune urbaine n'a pas produit un impact dans les Amériques pendant presque 100 ans, mais quand même, il y a une réactivation périodique des cycles de transmission sylvatique, que ce soit dans la zone de l'Amazonie ou hors l'Amazonie. Cela peut se produire et cela peut mener à une perception de réémergence de la fièvre jaune. La fièvre jaune sylvatique peut avoir un impact significatif. Nous avons vu cela en 2016-2019 et nous voyons cela ces derniers temps. La vaccination est la action clé. Cela doit faire partie d'une réponse qui soit alignée. Merci. La vaccination est un composante très important et l'équilibre est le mot-clé. Merci de la révision générale régionale. Et maintenant, nous allons à un pays qui a été travaillé sur une épidémie de fièvre jaune. Je vais inviter la docteure Diana Apava, le directeur de l'Institut de la fièvre jaune à Colombie. Vous avez la parole maintenant, docteur. Bonjour tout le monde. Je vais commencer cette présentation
si vous me permettez quelques instants. C'est bon, merci beaucoup. Je vous salue au nom de notre pays, la Colombie, notamment de notre ministre Guillermo Alfonso Jaramillo et tout le secteur de la santé qui est en urgence sanitaire déclarée par le biais d'une résolution en tant qu'acte administratif. Je vais vous présenter depuis l'Institut national de la santé. Nous sommes le bras technique du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Nous sommes chargés de la confirmation des événements et nous faisons aussi un travail de surveillance épidémiologique basé sur la communauté qui est une stratégie importante que j'aimerais partager avec vous. Actuellement, en Colombie, nous sommes dans la période épidémiologique de la semaine 24 de cette année. Depuis l'année dernière, en septembre, nous avons commencé à voir certains cas et dans certains départements de nos pays, c'est habituel, surtout par rapport au bassin de l'Amazone, Putumayo, Amazone et certains autres départements où des cas se sont présentés parce que c'est une maladie endémique. Cependant, les cas qui se sont présentés en Alto Lima ont commencé à attirer notre attention et pour déterminer quels facteurs ont favorisé la présentation de ces cas, peut-être la mobilisation des personnes, la déforestation, les corridors écologiques. Donc, on se demandait qu'est-ce qui se passait pour que dans une zone andine, il y ait ces cas. Alors, j'aimerais vous présenter certaines données qui est le comportement épidémiologique de la fièvre jaune en Colombie. Nous avons en 2005 cas, en 2001 8, en 2003 nous avons eu un foyer important avec 102 cas, mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons dépassé déjà parce que si on additionne 2024 et 2025, nous avons déjà 104 cas confirmés de fièvre jaune. Alors, il est intéressant d'examiner le comportement le long des années et voir comment est-ce que cet événement a agi dans notre pays. L'Institut national de la santé confirme tous les cas à l'échelle nationale. Nous avons des laboratoires de santé publique, mais tout est confirmé à Bogota, notre capitale. Une donnée importante que je voulais partager, c'est que nous avons des défis importants par rapport à la vaccination qui vient d'être mentionnée. Nous avons des foyers dans les zones rurales où le niveau éducatif n'est pas très important, très élevé et les croyances sont différentes. Alors, quand on arrive pour offrir le vaccin, les paysans, les agriculteurs, les personnes qui récoltent le café, qui sont dans la forêt, ils disent, je ne veux pas me vacciner. Et tant qu'on aura des gens qui ne seront pas vaccinés, nous aurons encore des cas. Et comme nous le verrons dans des communes où on avait considéré que cela avait été éliminé, il y a des cas qui se sont présentés. Alors, nous avons déjà dépassé le foyer de 2003. Hier soir, il y a 2 patients qui sont décédés et nous essayons de l'analyser pour savoir si c'était à cause de la fièvre jaune ou de la fièvre jaune en contexte. Toute cette information est pour vous. Ces données de la Colombie sont importantes pour pouvoir articuler toute la connaissance et prendre des meilleures décisions. Et quand on parle de ces décisions, on je vais vous parler de 2 cas. Tous les cas de mortalité se sont présentés chez des gens qui ne sont pas vaccinés. Et c'est une donnée importante parce que même si on le dit aux gens, ils signent un document pour dire qu'ils ne veulent pas se vacciner, ils n'acceptent pas le vaccin. Ce sont des cas en forêt
Nous avons publié aussi dans le journal là où le risque est latent. Et nous, en tant que décideurs en matière de santé publique, nous savons que le risque est toujours latent. Et je parlais avec mes collègues de l'OPS et de l'OMS qui nous ont toujours aidés. Nos collègues de l'OPS et de l'OMS sont nos principaux alliés. Ce sont eux qui nous ont accompagnés. Alors, j'aimerais leur remercier pour tout leur soutien. Ici, nous avons les différents régimes de santé. Ce sont des agriculteurs, les victimes et des femmes au foyer et autres. Ici, nous pouvons voir les cas par groupe éther. Nous, dans notre plan d'immunisation en Colombie, les enfants qui ont entre 8, 10, 13, 14 ans sont déjà vaccinés parce que le vaccin est obligatoire quand l'enfant a 1 an. Quand l'enfant atteint les 12 mois, tous les enfants seront vaccinés. Mais il y a quand même des adultes qui n'ont pas été vaccinés parce que le vaccin n'était pas obligatoire à l'époque. Ce sont des gens qui sont entre 60 et 64 ans et au-delà de 65 ans. Nous avons aussi des gens actifs et ce sont des agriculteurs qui gagnent le pain pour leur famille. C'est pour ça qu'ils reviennent dans les zones de la jungle et que la difficulté se présente. Nous avons aussi des jeunes qui n'ont pas été vaccinés. Je voudrais vous montrer ici, c'est un pays merveilleux, la Colombie. Nous avons la distribution des cas, notamment avec la densité que vous pouvez constater sur la carte en bleu. Nous pouvons regarder aussi quels sont les départements. La Colombie est divisée par département. La plupart des cas se trouvent à Tolima, dans le centre du pays. Ce n'est pas dans la région amazonienne. Ce n'est pas la jungle. Mais en Colombie, vous allez hors les villes et là, vous voyez, vous avez les maisons, les cultures de café, la jungle. C'est une région où il y a différentes plantes. Nous, a- nous sommes allés dans des endroits où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone, aucun service public, car les gens habitent vraiment dans la forêt. Putumayo, on a eu des cas où il y a eu des décès, malheureusement. On a eu un cas très délicat d'un enfant de 2 ans dans une communauté autochtone, un enfant qui n'était pas vacciné. Et dans les départements de cas, là aussi, ça ne fait pas partie de l'Amazonie, mais nous avons trouvé un cas. Ici, nous avons la létalité. Quels sont les chiffres? En 2024, 56,52% et actuellement 38,3%. Je voudrais vous dire, mes collègues pourront me comprendre, d'habitude, les médecins dans la région des Andes, du centre de la Colombie n'étaient pas formés à la fièvre jaune parce que ce n'est pas quelque chose qui soit habituel. Il y a d'autres arbovirus, d'autres types de situations. Cependant, lorsque les cas de fièvre jaune sont apparus, c'était un défi. Pour savoir quels étaient les meilleurs protocoles adoptés, je voudrais mm, souligner le travail de notre santé d'urgence dans le département de Tolima. Ces médecins ont commencé à étudier, à faire des activités d'articulation avec d'autres collègues et ils ont pu sauver énormément de vies des patients qui ont atteint le chiffre de 15 000. Il y a eu des traitements d'immunosuppression avec des corticoïdes. Le, le gouvernement reconnaît le travail de ces professionnels. Je vous avais parlé des variables sociales déjà, genre, et quelque chose de très important, les primates non humains. C'est un scénario très important parce que nous parlons toujours des singes, des primates non humains, mais il y a d'autres réservoirs très intéressants, d'autres vecteurs très intéressants. Nous avons d'autres animaux qui sont apparus
qui n'avaient pas l'habitude de rentrer dans le cadre de cette surveillance. La localisation par municipalité, la surveillance des épisodes a été très solide en Colombie. Nous avons organisé des ateliers avec l'OPS. Nous avons une expérience très technique. Ici, ces groupes de travail vont anticiper 12,10 jours. Nous avons l'épisode d'abord et 12 jours après, nous avons les cas chez les humains. La nature nous parlait. Nous avons pu mener des activités beaucoup plus proches. Nous avons travaillé avec des partenaires dans la conservation parce que tout le monde sait que les personnes doivent être sensibilisées. Nous devons leur expliquer que les primates non humains ne vont pas transmettre la maladie pour pas qu'ils peut-être tuent ces primates non humains. Tous les primates non humains trouvés à Tolima, que vous pouvez voir ici, ils ont tous testé positif à la fièvre jaune. Le Watasilicus, 65%, d'autres 9,6%, Ateles fucipes, 5,8% et d'autres primates. C'était un travail très intéressant. Nous savons que ce n'est pas quelque chose de régulier. Nous travaillons avec nos collègues de l'OPS pour savoir du point de vue vétérinaire comment avancer. En Colombie, nous appelons cela le chien de montagne, qui peut aussi être un vecteur de la fièvre jaune. Donc, nous adoptons toutes les mesures nécessaires. Nous avons 55 primates non humains identifiés par l'Institut national de la santé. Pour finir, la réponse, je suis médecin. Je ne suis pas que la direction de l'Institut national de la santé, je suis une citoyenne qui accompagne ces activités-là. Nous nous sommes rendus sur le terrain, nous avons pris connaissance des expériences, nous avons besoin de beaucoup d'aide en termes de santé mentale pour vraiment mener un changement. Imaginez, marcher pendant 5 heures pour dire non, je ne vais pas me faire vacciner. Je me suis fait vacciner pour je ne suis même pas fait vacciner pour le Covid, je ne le ferai pas pour la fièvre jaune. C'est une cosmovision un peu différente. Nous avons nos épidémiologues sur le terrain, nous n'avons pas de voie directe pour atteindre ces populations-là, ces communautés-là. En Colombie, nous avons toujours trouvé des vecteurs tels que les magos, savetes, qui sont toujours dans le cycle sylvatique. Mais actuellement, nous travaillons sur un protocole de surveillance épidémiologique parce que vous savez qu'il n'est pas facile de, d'amener ces moustiques femelles à Bogota. Le virus possède quelques caractéristiques que vous connaissez. Il faut que la, le transport soit en environnement liquide, parfois sec. Voici les maisons où nous constatons les cas des zones très éloignées. On voit des caractéristiques communes. La culture de café, c'est la forêt. Et ce sont des populations qui vont chasser dans les zones boisées. Et là, c'est là que le contact avec le vecteur se produit. Ici, nous rendons visite aux populations, nous menons des campagnes de vaccination de pair avec le ministère. C'est un travail qu'on mène avec le soutien ou pour fournir du soutien aux communautés. Nous avons un renforcement des capacités techniques. Il faut parler avec les paysans, avec les agriculteurs. Parfois, je me rends à la maison et l'agriculteur n'est pas là. Il est allé chasser ou cultiver du café. Donc, voici la mise en œuvre de la surveillance d'épisodes chez les primates non humains. Et ici, c'est un événement sanitaire international, donc nous partageons ces informations avec le CDC, l'OPS, le ministère de la Santé, de la Protection sociale. Et quelque chose de très important, vous pouvez aller sur notre page web. Je vous encourage à le faire d'ailleurs. Vous pouvez trouver
Ici, sur ce site, toutes les informations en toute transparence. Nous menons des surveillances par pathologie. Nous trouvons d'abord un patient qui était soi-disant décédé suite à une hépatite. Et puis, finalement, on a constaté que c'était la fièvre jaune. Et si ça se trouve, il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'était quelque chose de très intéressant. Et une autre chose très importante que nous faisons actuellement, beaucoup de nos, plusieurs de nos médecins ont travaillé avec l'échantillon d'une personne qui est décédée. Et lorsque nous examinons cet échantillon, nous constatons en fait que le décès était dû à la fièvre jaune. C'est quelque chose que nous faisons avec le soutien de l'OPS et de l'OMS. Ce sont des changements de choc très sévères. La journée la plus critique, c'est la journée 5, où nous allons décider si on continue ou si le patient va décéder. Merci beaucoup. Ici de l'Institut national de la santé en Colombie. Merci de m'avoir permis de partager ces informations. Merci beaucoup, docteur Pava, de cette vision de la Colombie et félicitations au grand travail que vous faites. Je voudrais maintenant donner la parole au docteur Daniel Ramos pour qui va nous parler de ce que fait le Brésil. Chaque pays a ses défis spécifiques. Docteur Ramos, vous avez la parole pour nous dire tout ce que vous faites au Brésil. Pour donner une idée sur la transmission de la fièvre jaune au Brésil, nous allons parler sur le processus de circulation du virus dans la zone endémique. Nous avons eu ici les foyers les plus importants de fièvre jaune en 2020. Le pays a identifié un nouveau type du virus de fièvre jaune, hein, une réémergence aussi dans la région extra-amazonienne. En 2020, nous pouvons voir les cas sur la diapo au Brésil. Nous avons commencé, ou nous avons ici les cas confirmés, 97 décès des primates non humains avec la atteinte de la maladie. Plus de 90%, ce sont des sexes masculins. Dans l'état de Pará, nous avons des primates également. Nous n'avons pas identifié de décès. Entre São Paulo et Minas Gerais, aussi, nous avons un taux de mortalité de primates caractéristique de cette transmission. Comme le docteur Diana l'a dit, la mortalité des primates, il y a une différence entre la létalité dans ces deux régions, 15% à Pará et 53% à São Paulo et Minas Gerais. Donc, cela témoigne des caractéristiques différentes de la transmission. Si on regarde l'action génomique, il y a un travail pour détecter le temps de transmission du virus. Les études génomiques ont vérifié cette hypothèse, c'est-à-dire que le virus circule par la voie sylvestre ou sauvage et la transmission vers l'humain est par accident. Il y a énormément d'animaux ici. La souche de
La gauche, c'est celle qui a émergé en 2020 et qui continue à circuler sur le territoire. Nous pouvons constater que nous avons un profil très différent entre les régions. Donc, il y a une dynamique particulière des changements sociaux, écologiques, économiques. Ce sont des facteurs caractéristiques de chaque région. Quelque chose que nous pouvons constater, c'est la relation linéaire positive entre le groupe d'âge et la létalité. Nous recommandons la vaccination pour les gens âgés de plus de 60 ans, car le taux de létalité est très élevé. Il faut prendre en compte les critères de contre-indication, mais toujours nous recommandons la vaccination aux plus de 60 ans. Concernant la réponse, nous avons un plan de contingence national pour chacune de ces localités. Ici, nous avons toutes les actions qui doivent être adoptées. Nous avons trois niveaux de déclenchement possibles ici dans la région Amazonie avec un risque de réurbanisation. Les zones urbaines ont été classées comme ayant une influence sylvestre ou sauvage. Ce sont des zones, la couverture est rare ou n'est pas suffisamment large. Couverture vaccinale, il y a une présence de la dengue. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant ces zones-là. Il y a un travail sur les vecteurs. Nous avons publié une note sur le contrôle des vecteurs. Ce sont des mesures adoptées dans des zones où il y a des cas supposés suspectés de fièvre jaune. Ici, nous avons une conception de recherche sur laquelle nous avons travaillé pour les cas dans les différentes régions. Nous avons plus de 50 professionnels sur le terrain de tous les niveaux de gestion, des acteurs de première ligne qui interviennent dans la réponse. Nous avons le travail en laboratoire, le travail de communication. L'idée toujours étant d'élargir la couverture vaccinale. Voici quelques photos de l'équipe concernée. Ici, nous pouvons voir le bateau où sont transportés les patients. L'idée aussi, c'est de sensibiliser les gens à la maladie. C'est une zone ici isolée. Il est difficile d'identifier donc les morts des primates. Depuis octobre 2024, les cas humains ont été constatés à partir de janvier 2025. Il y a une relation d'information qui pourrait indiquer un lien de ces morts-là avec la fièvre jaune. Nous avons beaucoup travaillé pour surmonter tous ces défis. Voici les crânes que nous avons pu trouver dans la zone. Le système de surveillance était, nous avons signalé ces cas-là au système de surveillance. Nous travaillons avec le traitement des échantillons
Pendant les visites de terrain, nous avons identifié les génotypes. L'idée, en ce qui concerne les données, la modélisation des données concernant la fièvre jaune, l'équipe se réunit régulièrement. C'est le groupe de modélisation des données la fièvre jaune, connu sous le nom de GRUNFA. L'idée, c'est de pouvoir de travailler autour des politiques de surveillance au Brésil. Notre technique a été publiée par ce groupe avec les modèles de corridors écologiques pour faire des estimations sur la diffusion, la dispersion de la maladie. L'effet le plus important ici de cette initiative, euh, plutôt, il y a eu peu de cas humains dans la région. Il y avait beaucoup de limitations concernant l'accès à la vaccination ici. Nous avons ici la circulation du virus chez les primates. Nous avons Ici, nous pouvons voir les cas, la circulation possible des cas confirmés de fièvre jaune. Il y a eu des événements périphériques aussi. Nous avons essayé de, d'envisager quelle pourrait être la circulation du virus. Outre cela, nous avons aussi mis en œuvre les facteurs de favorabilité avec un modèle de vulnérabilité qui montrait le nombre de doses appliquées dans des zones rurales. Ici, si on combine la vulnérabilité, nous pouvons voir quelles sont les zones à basse vulnérabilité où la stratégie la plus adaptée est justement d'étendre la couverture vaccinale. Nous avons une évaluation du groupe, de ces groupes-là, des zones à risque. Il se peut que les points, les zones où le virus puisse être présent à la fin d'une période saisonnière, c'est-à-dire en mai. Mais en fait, récemment, nous n'avons pas eu de cas où ne traversons pas une situation comme celle d'il y a quelques mois. En fonction de- des programmes des municipalités, nous avons plusieurs stratégies pour définir la réponse. Ici, grâce au QR, vous pouvez accéder aux différents documents, aux directives, aux protocoles publiés. Nous avons des directives générales concernant les primates. Je suis désolée de vous interrompre, docteur, mais le temps est fini.
Merci beaucoup, docteur Daniel Ramos, et je suis désolée de vous avoir dû vous interrompre, mais nous voudrions écouter quand même de tous les participants. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans notre bouton de questions-réponses. Donc, si c'est bien, je voudrais passer quelques minutes de notre temps pour répondre les questions de notre public ici. Je voudrais inviter la docteure Diana Rosas de modérer. Je crois que beaucoup de ces questions sont en espagnol. Diana, vous avez la parole et merci beaucoup, docteur Daniel. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Merci, Cyprien. Eh bien, bonjour, bonsoir, bon après-midi tout le monde. J'ai ici quelques-unes des questions qui ont été faites et j'ai résumé quelques-unes. Il y a une question ici pour le docteur Diana Pava et pour le docteur Daniel Ramos. Comment est-ce que vous faites le suivi de fièvre jaune des cas confirmés et quelle est l'utilité de l'essai de RTPS thèse versus le sérologie? Il y a une autre question aussi pour l'Institut de santé de la Colombie. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez plus de cas dans les agriculteurs et dans les qui sont plus affectés par le virus de la fièvre jaune? On va commencer avec ces deux. Et après, il va y avoir des questions pour Dr. Andrea Vicari de l'OPS sur le choix de la 12 mois de vaccination pour les enfants à 12 mois dans leur pays. Merci. Vous avez la parole, Dr. Pava et Dr. Ramos, sur les questions sur le contact et comment faire le suivi, le contact près de la fièvre jaune. Merci. Vous avez la parole. Est-ce qu'elle est en ligne? Est-ce que le docteur Pava est en ligne? Je la vois, mais
le docteur Diana Pava. Autrement, on peut aborder la question suivante sur les surveillances des épisodes. Quelle est l'expérience du Brésil et de la Colombie en ce qui concerne la surveillance des épisodes? À vous. Le Brésil a entamé la surveillance des primates en 1999. Cela fait 25 ans que nous avons mis en œuvre cette stratégie au Brésil. Bien entendu, nous avons reçu du soutien, parfois oui, parfois non, mais c'est de plus en plus clair que cela peut être un élément stratégique pour voir l'impact chez les humains. Nous sommes en pleine deuxième édition de la surveillance des primates et nous travaillons sur la troisième édition pour que nous puissions utiliser cette connaissance et pouvoir l'inclure comme une politique au niveau du pays. Au Brésil, cela a été aussi un problème. Quand il y a des foyers, il y a des fausses informations diffusées par rapport au vaccin. Et cela a été très intense quand on a utilisé la dose fractionnée dans les pays. Il y a eu un fort rejet de la population à cause de fausses nouvelles qui étaient diffusées. Nous avons des stratégies de communication pour améliorer la confiance des populations par rapport aux recommandations des autorités de santé au Brésil. Mais cela a été un problème. Dans certaines diapositives que j'avais montrées, on voyait qu'il y avait un refus du vaccin de la part de la population. Il y a aussi un document que les personnes qui refusent le vaccin doivent signer un document qui dit clairement que la personne ne souhaite pas se vacciner. Nous avons des cas de fièvre jaune où les gens sont décédés et ils avaient signé un document refusant le vaccin. Cela peut être important pour montrer l'effort du ministère de la Santé parce qu'il fait des efforts pour prévenir les cas, mais cela ne sert à rien si les gens ne veulent pas se J'ai une vacciner. question. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il y en a. Ah, désolé. Merci. Merci. Nous avons encore plusieurs questions pour le ministère de la Santé de la Colombie, l'Institut national de la santé. Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement de la Colombie pour améliorer l'accès au vaccin et que les gens ne refusent pas d'accéder au vaccin de la fièvre jaune, comme on l'a déjà dit, dans les zones rurales et urbaines, là où la population n'est pas protégée? Est-ce que vous avez contacté les dirigeants communautaires de l'Église euh, auxquels la population fait confiance pour savoir quelles sont leurs questions sur comment est-ce que vous faites le suivi des cas de fièvre jaune? Merci beaucoup. Nous devons avoir à l'esprit que le gouvernement de la Colombie
à traiter l'urgence sanitaire. La première mesure, c'est de déclarer l'urgence sanitaire parce que nous avions fait des actions de vaccination sur les territoires, mais les cas continuaient de se présenter. Alors, on est arrivé à un moment où il fallait déclarer l'urgence par une résolution en 2025. Et ce modèle nous permet des actions plus intégrales. L'important, c'est le ministère de la Santé, tous les organismes territoriaux. Nous travaillons tous et nous allons sur le terrain. Quand le paysan voit que le gouvernement est de son côté, qu'ils vont chez lui, etc. Donc, quand le voisin voit ce qui se fait, ils comprennent parce que il y a des gens qui ont perdu des parents, des proches. On est, on était avec des patients qui avaient demandé de ne pas être vaccinés. Et presque tous ceux qui étaient à l'enterrement de cette personne étaient en contact. Alors c'est là que l'équipe de surveillance de notre Institut national de la santé, avec le programme FTP, c'est un programme très beau, et avec les stratégies. Toutes ces mesures ont fait qu'on puisse renforcer la surveillance. Si on continue à voir ces gens-là, ce sont eux qui sont les plus exposés. Le message est clair. La fièvre jaune tue. Si la stratégie de communication n'est pas suffisante, mais nous devons avoir une stratégie vraiment qui soit comprise par les personnes. Nous travaillons donc de pair avec tous ces groupes-là qui interviennent et de façon régulière. Merci beaucoup, docteur, pour votre Je réponse. crois que c'est presque le moment de finir. Le temps a passé très vite. Je vais faire la dernière question à Dr. Lorenzo Abrego, qui est le leader de la stratégie du secrétariat. La question est comment l'OMS pense publier les besoins de vaccination, les recommandations internationales et qu'est-ce que l'on peut attendre d'une map, une carte nouvelle de la fièvre jaune pour demander à la fièvre jaune. Merci pour votre question et je voudrais remercier tous les présentateurs et l'importance de la session de questions-réponses. Je crois que vous parlez d'un point très important. Depuis le début, nous avons eu des discussions. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui voyagent versus la population pandémique, dans le risque de la fièvre jaune dans une population endémique de façon compréhensive, intégrale dans cette source de la maladie, ce qui est très différent de ce qui est important pour les voyageurs. Et ceci est euh, et il y a un autre groupe qui a des cartes très spécifiques. Mais comme vous avez écouté à l'introduction, comme en faisant partie des efforts de contenir la fièvre jaune des zones endémiques et limiter les exportations, nous travaillons aussi à annoncer la mise en œuvre d'une stratégie et de contrôle du point de vue de la stratégie c'est une stratégie différente à ce que nous proposons pour les pays en risque où il y a la fièvre jaune.
nous vérifions l'état de la vaccination dans ces pays-là, mais il y a une carte de risque qui est une stratégie où nous propose des stratégies pour contrôler les risques d'une façon intégrale dans les zones identifiées qui sont en risque. Et voici, nous avons donc un groupe dédié dans le groupe de EYEI, ce qui veut dire c'est c'est une stratégie de mettre en œuvre la préparation pour la possible potentielle introduction de la fièvre jaune dans les zones à risque. Merci de votre réponse très concise. Maintenant, je vais donner la parole à Sophia pour fermer cette réunion. Merci à tous les présentateurs et bien sûr à tout notre public de votre participation active et vos questions pendant toute la séance. Plia, vous avez la parole. Merci, Diana. Je voudrais commencer, merci, remerciant tous les participants pour votre engagement, votre intérêt et toutes vos questions. Ça a été vraiment intéressant. Le webinaire est justement pour vous. Et comme l'a dit Laurence et Maria au début, vous êtes essentiels à la gestion de la fièvre jaune. Merci beaucoup. Mon remerciement à tous les présentateurs de euh, Florence, de l'OMS, Andrea, de Dr. Diana, de Pavo de la Colombie, Dr. Daniel Ramos du Brésil. Très bonne vision générale des trois niveaux de la gestion de la fièvre jaune. Merci énorme, énorme à Diana pour son excellente modération, facilitation. Et je voudrais remercier à tous ceux qui ont travaillé très fort dans notre groupe. Ce webinaire n'aurait pas pu passer sans eux et tous ceux qui ont été en train de répondre à les questions au chat. Je ne connais pas tout le monde là, mais merci beaucoup et merci à Noku et Maïva de pouvoir faire que ce webinaire se donne. Sans leur aide, on n'aurait pas pu le faire, sans leurs efforts déterminés. Je voudrais remercier mes collègues de l'OMS, Marc-Andy spécialement, et tout le monde, et les interprètes aussi, et aussi Igor qui a aidé avec l'interprétation. Nous avons pu vous passer toute cette information mais grâce à eux. Merci beaucoup. Et avant de nous en aller, je voudrais vous dire que cette séance va être partagée. Les présentations vont être aussi partagées dans notre page web avec permission, mais c'est le premier des deux webinaires sur la fièvre jaune. La semaine prochaine, nous allons nous concentrer en Afrique. Et si vous êtes intéressé, joignez-vous à nous. Je vais partager mon écran pour ceci. Ça va être la fièvre jaune en Afrique, ce que nous savons. Ceux qui sont intéressés, joignez-vous à nous. Encore une fois, merci à tous. Merci aussi à mon collègue Michael et bien sûr, j'oublie des gens, mais leurs rôles ont été essentiels pour avoir cette séance. Je vais laisser cet écran pour un peu de moment pour que vous puissiez voir scanner le QR pour tout le monde. Au revoir et on se verra la semaine prochaine, espérons-le.